On va démarrer. Donc, j'espère déjà que tout le monde a passé une bonne soirée, a bien mangé, a bien dormi. Bon, il y en a qui ont fait un petit peu de bruit hier soir, mais comme c'était bien insonorisé, on n'a rien entendu. Voilà, on a bien dormi. Avec Marie, on a un peu moins dormi. Hein, on est fatigué. Alors, on s'est dit qu'en plus, on avait l'honneur d'avoir parmi nous 2 membres du conseil d'administration nationale de citoyennage. Donc, voilà, je vous les présente. Simone Viguier et Francine Serra. Donc, l'association Citoyennage a été créée pendant la crise sanitaire. Et donc, ces 2 dames, ils représentent l'Occitanie. Donc, on s'est dit qu'avec Marie, comme on n'avait pas bien dormi, on allait les faire travailler ce matin. Et donc, ce sont elles qui vont vous présenter la synthèse des synthèses. Alors, avant de commencer, j'ai une mauvaise nouvelle. Le ministre ne viendra pas. Et ouais, non, alors il a survolé les temps. Pendant un moment, on a pensé qu'il allait peut-être manquer de gasoil et amérir, mais non. Donc voilà, bon, on est entre nous. Hein, on en reparlera, mais on se chargera au niveau des directeurs de faire remonter cette synthèse au plus haut niveau de l'État. Voilà, mais on commencera par nos conseils d'administration locaux. On commencera par les CVS au sein des boutiques. Et puis petit à petit, on montera. Voilà, on connaît quelques parlementaires. Hein. On fera passer ça. Voilà. On souhaite la bienvenue à Magalas. Voilà. Nos collègues de Magalas qui sont venus. Alors, ils sont juste venus faire les curieux. S'ils ne savent pas s'ils viennent, ils ne viennent pas. Alors, bon, on leur a dit, venez voir et puis vous verrez bien. Donc, bienvenue à vous. Et puis, sans tarder, je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas qui c'est qui commence. Vous avez tiré à pile ou face, c'est bon? Allez, Mme Serra. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Voilà. Alors, je souhaite un grand bonjour à tout le monde, surtout les personnes que je n'ai pas vues. J'espère que tout le monde a passé une bonne nuit. Mais maintenant, nous allons faire, avec Simone, nous allons vous présenter la synthèse de tout ce qui a pu être dit au sujet de ouverture et solidarité, comment participer. Alors, 16 comités citoyens de maisons de retraite d'Occitanie ont travaillé durant l'année sur la thématique ouverture et solidarité, comment participer. Réunis à l'ECAT le 3 octobre 2022, ils ont présenté la synthèse de leurs travaux. Cette mise en commun fait l'objet de la synthèse ci-dessous. Enfin, nous pouvons nous retrouver après 3 ans de crise sanitaire. Espoir. En cette période d'après-Covid, nous parlerons plutôt de réouverture après cette longue période de repli. L'ouverture sur l'extérieur qui existait avant s'est appauvrie. Solidarité entre résidents, avec le personnel, avec les réfugiés. La solidarité, c'est la rencontre et l'entraide qui permettent de ne pas se sentir seul, d'éviter l'isolement. Solidarité très évoquée, très présente, mais si elle est atténuée par la présence du personnel, des intervenants extérieurs et des bénévoles. Merci aux facteurs infirmiers, épiciers, qui sont des acteurs de solidarité, de proximité essentiels. De toutes les synthèses présentées, nous avons retenu la volonté d'agir, d'être acteurs, sortir, accueillir et recevoir, partager, rencontrer et échanger, faire du bien, être bienveillant, aider les autres.
Voici un inventaire à l'après-vert des propositions qui ont éclos des comités citoyens. Les citoyens ont également repéré les freins et les leviers à cette ouverture. Sortir, aller à la rencontre des autres, participer à la vie sociale locale, dans la rue, participer aux événements à l'extérieur, participer à la vie associative locale, repas des aînés, repas d'information, pique-nique, café, restaurant, activités, pêche, piscine, cheval, faire les courses, aller voir. Attention, les courses, c'est pas la course de vitesse. Hein. Faire les courses, aller au marché, être dehors, jardiner, promener, découvrir d'autres lieux, voyager, rendre visite aux autres. Accueillir et recevoir. Accueillir les nouveaux résidents, faciliter leur intégration en prenant le temps de les accueillir pour limiter leur perte de repères, le sentiment de solitude ressenti à l'entrée en EHPAD, leur faire visiter des lieux, les informer progressivement sur le fonctionnement, être accueillant pour les visiteurs, les proches, les intervenants extérieurs, créer un lieu attractif pour partager un repas, un café, une activité. Chercher à faire venir le monde extérieur dans l'EHPAD. Inviter à manger, ouvrir le restaurant aux salariés, aux personnes âgées du village, aller chercher les moins valides en minibus. Et bien sûr, nous n'oublions pas nos amis les animaux. Partager. Partager avec l'autre ce que l'on a quand on le peut. Se faire des cadeaux. Partager des regards, des sourires, une parole, une présence. Se donner des nouvelles. Fêter les anniversaires. Ne pas penser qu'à soi et à ses propres besoins. Le partage avec les enfants est également important par la transmission réciproque qu'il engendre. Offrir des divertissements aux personnes extérieures, mettre en place des projets qui favorisent l'entraide et le partager, par exemple le théâtre. Rencontrer et échanger. Plébiscite pour des rencontres intergénérationnelles, écoliers, collégiens, crèches, centres de loisirs. Rencontres inter-établissements, comparer, échanger ce qui se fait de bien, entretenir une correspondance, rencontrer les élus locaux, organiser des groupes de parole entre résidents, discuter, parler de ses difficultés, ne pas rester isolé, s'informer. Mais avant tout, un préalable indispensable à l'ouverture est le savoir-vivre, la politesse, la tolérance entre résidents, sans lesquels créer des liens de confiance est impossible. Rencontrer, échanger même à distance avec la famille à travers la gazette, les photos, visio, et surtout ne pas trop se plaindre quand on les voit au risque de provoquer l'inverse du but recherché. Faire du bien, être bienveillant. Cultiver la relation d'aide, l'écoute et le soutien mutuel. Se sentir entouré. Lutter contre la solitude et briser l'isolement. Apporter du réconfort. Être bienveillant. Éviter de critiquer, de dire du mal. Remonter le moral en écoutant, en parlant. Ne pas infantiliser les plus fragiles. Être accompagné avec soin, délicatesse et cœur pour ne pas se sentir manipulé comme des bébés.
former le personnel dans ce sens, être reconnaissant envers le personnel. Aider les autres. Cela suppose d'avoir l'envie et les capacités de le faire. Accepter que l'aide que l'on propose puisse être refusée, car cela peut gêner, et surtout être discret dans la proposition de l'aide. Aider le personnel, ne pas appeler pour rien et prendre conscience que l'on n'est pas le centre du monde et attendre patiemment son tour. La vie en collectivité nécessite l'entraide. Pousser un fauteuil, retrouver les déambulateurs perdus, aller chercher un résident, donner l'alerte en cas de problème, être utile, rendre service, fabriquer des objets et les offrir, tricot, sachet de lavande, s'intéresser aux autres, donner de l'amitié, un sourire, arrêter de gaspiller, faire des collectes, des vides-greniers, des lotos solidaires pour les œuvres humanitaires, aider les réfugiés à s'intégrer en partageant notre vécu quand on est soi-même réfugié, en donnant des cours de français. Ce qui fait frein quand il s'agit de sortir, résistance, peur de l'inconnu, peur de sortir des routines, peur de se sentir mal. Difficile d'avoir envie, communiquer davantage pour donner envie de sortir. Ce n'est pas facile, cela demande du courage. Difficile de se déplacer à l'extérieur en raison d'un environnement inadapté aux personnes à mobilité réduite. Trottoirs, accès rivières, caisses de supermarché, baignade. Incompréhension et manque d'indulgence face au handicap des autres. Être spectateur du déclin des autres résidents est éprouvant, impacte les liens et leur continuité. Envie d'aider, mais sentiment de ne pas être autorisé à le faire par le personnel, ce qui n'est pas drôle, ce qui n'est pas votre rôle. Trop de protocoles sanitaires et de normes d'hygiène. Oui. La dépossession à l'entrée en EHPAD favorise la fermeture d'esprit. Par exemple, la carte vitale, les papiers. Et l'administration doit faire du cas par cas. Surprotection qui peut être vécue comme une punition, interdit, réprimande, hiérarchie entre celui qui décide et celui qui doit respecter. Vigilance sur le choix des mots, sur le ton employé. On obtient plus avec la douceur qu'avec la force. Oui. Société de plus en plus individualiste, moins de solidarité, ça évite les ennuis, les gens sont nombrilistes. Les jeunes ne comprennent pas les personnes âgées, c'est pas vrai, et ne devinent pas leurs besoins. La crise sanitaire a accentué le repli des uns et des autres. Après avoir été sous le feu des projecteurs, les habitants des EHPAD sont redevenus les oubliés. Les scandales des grands groupes véhiculent une mauvaise image qui donne encore moins envie aux gens de venir nous voir. Difficultés de recrutement, personnel sous tension, on pourrait embaucher des réfugiés, ce serait un échange. Ce qui encourage, favorise l'ouverture et la solidarité. La solidarité, les rencontres, la générosité amènent du soutien, on se sent moins seul.
L'ouverture stimule les esprits et la curiosité. Faire du bien à l'autre, c'est de faire du bien à soi-même. On est heureux et fier. Être solidaire, c'est aussi exister et se faire plaisir. Une maison bien placée et bien agencée au cœur du village, avec des extérieurs agréables et accessibles aux fauteuils et propices à l'ouverture. Des lieux partagés de vie et d'échange ouverts à tous, intergénérationnels, où la bienveillance est de mise, basée sur la coopération, la mixité et la démocratie. Conclusion. Faire connaître ce qui se passe dans les maisons de retraite pour changer l'image négative. Journée portes ouvertes. Vivre en EHPAD, ce n'est pas une catastrophe, c'est une autre façon de poursuivre en sécurité le chemin de la vie. Ouvrir les portes, s'ouvrir aux autres, c'est créer et maintenir le lien social. La solidarité est un don de soi et repose sur la confiance. Poser de petits actes pour exprimer une solidarité symbolique, morale et affective. Un match. Journée de solidarité pour les personnes âgées. Où va l'argent? Retard de la France et inaction des pouvoirs publics en faveur des personnes âgées. Le Covid a aussi donné lieu à des élans de solidarité qu'il ne faudrait pas éteindre. Pourquoi ne pas tomber le masque maintenant? Et voilà. Pas les masques. Merci aux personnes qui ont réalisé la synthèse. Merci à toutes les deux. Voilà, donc avec Marie, on a essayé d'être les plus synthétiques, exhaustives non. Du coup, on va vous laisser la parole parce que peut-être que à l'écoute de cette synthèse des synthèses, il y en a qui sont frustrés en se disant mais ouais, on n'a pas repris nos propositions. Donc ça, le but, c'est surtout qu'on ne finisse pas sur ce type d'impression. Voilà, on a essayé de faire pour le mieux. Alors après, moi, je vais rendre à César ce qui lui appartient, enfin plutôt à Marie. Elle a fait le plus gros boulot de la synthèse, hein, puisque les comités citoyens... Les comités citoyens lui avaient envoyé leurs synthèses avant de venir ici et donc la synthèse était presque faite. On l'a juste peaufinée ce matin. Voilà, donc la parole est à la salle pour amender cette synthèse, la critiquer, Voilà. C'est à vous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Robert Lousser, j'ai 75 ans. Donc je voudrais savoir s'il y a moyen de faire des thés dansants des après-midi de temps en temps avec les autres EHPAD. C'est une idée qui me tient à cœur. Je peux le rajouter dans la synthèse si vous voulez. Oui, oui. On le rajoute dans la synthèse. Monsieur Rambaud, il se cache. On peut faire des thés dansants. Monsieur Rambaud, peut-on faire des thés dansants avec les autres EHPAD? Tout, voilà. Tout peut se faire, il a dit. Il n'y a plus qu'à. En plus, je crois que vous avez le DJ à l'ODEV, c'est ça? Voilà.
Allez, d'autres interventions. Alors allez-y, hein, s'il y a encore des propositions qui fusent là maintenant. Ne me laissez pas seule avec mon micro. Hein. C'est rajouté à la synthèse. Dans la partie rencontrer, échanger, rencontre inter-établissement, comparer, échanger sur ce qui se fait de bien, entretenir une correspondance, organiser des thés dansants. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie tous. Mais moi, je vous fais toutes choses. Je me tiens à cœur pour les aides on a Nadège, Nadège. Ça me reviendra, mais là. Oui. Christelle et Jo qui sont venus là pour nous et je les remercie beaucoup. Ainsi que Magali, le psychologue. Peut-être s'il y en a qui ont envie, ils peuvent faire un gros applaudissement d'hommage aux accompagnants qui sont là. Alors, moi, je vais prendre la parole 2 minutes, parce que dans la synthèse, il y a une question sur la journée de solidarité. Vous vous rappelez, il y avait un ministre, il y a fort longtemps, qui nous avait inventé une journée de la solidarité pour les personnes âgées. C'était un peu l'idée de la vignette à l'époque. Voilà, alors... Je vais pas, je suis assez militante, mais quand même, il y a une grande partie de cet argent qui arrive dans les caisses de la CNSA, qui est la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Donc le produit de ce jour férié, le fameux lundi de Pentecôte, qui n'est plus forcément le lundi de Pentecôte, mais tous les salariés de France travaillent un jour de plus depuis cette loi. Et les employeurs paient de leur côté une, alors je sais plus comment ça s'appelle là, c'est contribution de solidarité. Voilà. Donc ce produit, donc ça veut dire que les salariés font la moitié du chemin, les employeurs font l'autre moitié. Et en tout cas, il y a une manne financière qui arrive dans les caisses de la CNSA. Alors ce que dénonce l'ADEPA, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui est détournée tous les ans. Et on demande à ce que ça revienne dans les caisses de la CNSA, tout simplement pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire que la CNSA fait des provisions en cas de, et donc la manne grossit, puis quand la manne est trop grosse, le gouvernement la récupère pour financer autre chose. Mais ça reste quand même à la base, et donc je vous rassure, cette journée de la solidarité apporte bien de l'argent dans les caisses de la CNSA, qui est la branche autonomie de la sécurité sociale. Et donc cet argent revient dans les établissements, qui sont les autres, tous les ans, à travers les dotations soins qui permettent de payer les infirmiers, les aides-soignants, le médecin coordonnateur, les lits médicaux, les déambulateurs, et j'en passe. Voilà. Donc, après, dans les tuyaux, il y aurait peut-être une deuxième journée de la solidarité. Mais ça, je vous l'ai dit, le ministre, il n'est pas venu, alors on ne vous en dirait pas plus. Mais c'est dans les tuyaux. Voilà pour la réponse à la question. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On a rajouté l'été dansant. Je pense que ça devrait se faire. Hein. Voilà. Dans la suite de ce qui vient d'être dit, à Marcillac, nous dansons sous les arbres dans le village. On ne fait pas d'été dansant, on le fait dans la journée. Mais on fait un petit goûter avec l'autre EHPAD de Marcillac.
Et tout le monde est très heureux de ce moment. Voilà. Des fois, d'une famille, ils ne s'étaient pas vus depuis 13 ans. Et un était d'un côté, l'autre à l'autre EHPAD. Et le bonheur qu'il y a eu entre cette rencontre, ça, c'est incroyable, quoi. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur la deuxième journée de solidarité. Voilà, la proposition qui est en voie de se faire. Est-ce que le Conseil d'administration nationale du citoyennage a été contacté? Comment est-ce que la décision se prend? Par qui elle se prend? Voilà, et je voudrais savoir si cette deuxième journée de solidarité allait combler le manque de ce qui a été plus ou moins mis de côté, qui n'est pas revenu aux établissements, qui n'est pas revenu dans les caisses de sécurité. Voilà, c'est tout. Alors les décisions, c'est comme dans notre pays démocratique, hein, ça passe par le Parlement. Là, en l'occurrence, le gouvernement, alors je vais dire les gouvernements parce que ça fait fort longtemps que ça dure, on appelle ça une arlésienne. Voilà, on nous annonce une loi autonomie. Alors, on a eu la Caisse nationale de solidarité qui a été créée, la 5e branche de sécurité sociale, donc la branche autonomie a été créée, mais la loi autonomie, elle est toujours pas arrivée. Puis alors, on nous dit l'année prochaine, le mandat suivant. Alors, voilà, alors ça, qui c'est qui décide? Eh bien, évidemment, le gouvernement, il est fort pour beaucoup, le président de la République aussi, il y a une volonté quand même des gouvernants. Et puis, une fois que le projet de loi est passé, validé par le gouvernement, ça va arriver à l'Assemblée nationale et puis ensuite au Sénat, et puis ça fera la navette jusqu'à ce que ça soit voté avec éventuellement des amendements. Alors on pourrait imaginer aussi que nos parlementaires puissent faire une proposition de loi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la volonté au niveau du gouvernement, on peut imaginer que ça parte des parlementaires. Mais enfin, au final, il faut que là-haut, ils soient tous d'accord, quoi, hein, vous avez bien compris. Alors nous, là-dedans, moi, je me tourne vers les administratrices de citoyennage. Je ne sais pas si vous avez évoqué la question en conseil d'administration de citoyennage. C'est à faire, hein, voilà. Généralement, le gouvernement, le Parlement, avant de ne voter des lois, va consulter les parties prenantes dans cette loi. Donc on peut imaginer que y aura des débats à la CNSA autour de cette loi où les représentants, notamment des professionnels, des personnes âgées, seront associés. On peut imaginer que l'association citoyennage sera sollicitée. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein. Au final, c'est le Parlement qui décidera, hein. Voilà. Et puis, c'est le nerf de la guerre, c'est les sous. Parce qu'effectivement, je crois que c'est dit dans la synthèse, la France a pris du retard. On le sait bien, dans l'accompagnement du grand âge, on a du retard. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Ne nous sentons pas trop seuls sur ce coup-là. Il y a d'autres pays qui ont du retard aussi. Et du coup, qui dit retard, dit que ça va coûter des milliards, hein, cette affaire-là. Voilà. Et là, moi, je vais dire quelque chose qui peut choquer, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas demander à nos gouvernants de dire il faut faire quelque chose pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées ou pour je ne sais trop quelle autre catégorie, et puis à la fois dire oui, non, mais moi, je ne veux pas payer d'impôts. Et je pense qu'aujourd'hui, nos politiques, ils sont dans un... Je trouve pas mon mot. Ils sont dans une situation où ils se disent de toute façon, les Français ne veulent plus payer d'impôts. Ils n'acceptent plus l'idée de payer d'impôts. Et du coup, on ne peut pas augmenter les impôts pour mettre en place des politiques.
Voilà, donc c'est très compliqué parce que le président qui se présentera en disant « moi je vais augmenter les impôts parce que je vais mettre le paquet sur l'accompagnement des personnes âgées », à mon avis, il ne sera pas élu. Hein. C'est pour ça, bon, je ne sais pas trop mon habitude de dédouaner les politiques, mais il faut voilà, qu'on fasse aussi notre bon, je ne trouve pas mes mots, voilà, ça je le savais. Notre mea culpa, chacun à notre niveau. Voilà, donc c'est un sujet complexe. En tout cas, sachez que les crédits pour les personnes âgées sont à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dont le budget est alimenté par le budget de la sécurité sociale qu'on appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, et que donc ensuite la CNSA donne des enveloppes au niveau régional, aux agences régionales de santé, qui ensuite nous répartissent l'argent en fonction du nombre de lits que nous gérons chacun. Voilà. Donc là, c'est pareil, on nous dit « Ah ben oui, mais les enveloppes, elles ont augmenté. » Et oui, on est bien d'accord. Les enveloppes, elles ont bien augmenté. Le problème, c'est que le nombre de personnes âgées, lui aussi, il a bien augmenté. Et qu'au final, quand on regarde l'enveloppe par personne âgée en France, puisque la pyramide des âges nous a pas échappé qu'elle s'était un petit peu inversée, et bien le compte n'y est pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Attention, il y a une autre proposition, là, je sens que... Oui, mais vous avez raison. Moi, je voudrais savoir quand est-ce qu'on va à Paris voir un député de l'Hérault, parce qu'il va se faire souffler dans les bronches. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont voté une loi, ils ont interdit les directeurs d'EHPAD de nous faire des petits cadeaux. Et M. Rambaud, je le remercie, il a passé outre. À Pâques, on a un petit lapin. À Noël, on a du parfum. Au jour de l'an, on a des chocolats. Je le remercie infiniment, mais j'aimerais bien rencontrer le député de l'Hérault pour lui souffler dans les bronches. Bravo. Bon, c'est comme ça qu'on découvre que le directeur de l'ODEV est un délinquant. Bravo. Alors le député, bah oui, ça doit être possible. Hein. Prendre rendez-vous à la permanence du député, ça doit pouvoir se faire. Ah, Marie. Du coup, moi, en parlant de député, du côté de chez nous, à Claré, il y a eu des idées de la part du président de notre conseil de la vie sociale et du président de notre conseil d'administration. Ils ont envie tous les deux de faire un courrier aux parlementaires, voire au président de la République directement. Et ils se sont dit que si tous les présidents de conseil d'administration des EHPAD et tous les présidents de CVS faisaient chacun un courrier au député de sa circonscription et en copie au président, peut-être que ça pourrait faire avancer un petit peu les choses. Donc, moi, j'ai un premier jet de courrier qui a été fait par le président du Conseil de la vie sociale, si vous voulez que je vous le lise, qu'on pourrait envoyer, qui pourrait servir de base. Et si vous, dans vos établissements, vous avez envie de faire pareil, parce qu'on se dit, il faut que ça se sache, il faut essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être que ça peut servir à quelque chose. Donc, si vous voulez, je vous lis le courrier, qui est vraiment un premier jet. Hein. Monsieur le Président de la République, je me permets de vous écrire pour venir en aide à notre directrice de l'EHPAD de l'Ortus à Claré. Je sais bien que les finances de l'État ne sont pas extensibles avec les Covid successifs, les indemnisations, la sécheresse ou les incendies. Je ne reviendrai pas sur l'âge du départ à la retraite. Mais je voudrais attirer votre attention sur la situation de notre établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Chaque mot est important et il faut du personnel compétent et dévoué pour s'occuper des personnes dépendantes. Mais ce personnel manque cruellement et est souvent mal payé. Notre EHPAD comporte 32 résidents nés entre 1920 et 1940,
âgés donc entre 82 et 102 ans. Et la plupart d'entre nous ont travaillé dès l'âge de 14 ou 16 ans. Ne pensez-vous pas que nous aurions droit de terminer notre vie avec un peu plus de gratitude ? Nous avons mis en place un conseil de la vie sociale composé de 2 représentants des résidents, 2 représentants des familles, 2 représentants du personnel de l'établissement et 2 élus. J'en suis le président. Et notre but est de veiller au bien-être des résidents, d'être l'interlocuteur entre eux et le personnel entre eux et le personnel s'il le faut. Mais comment pouvons-nous faire face à ce manque de personnel et de moyens ? Monsieur le Président, je crois savoir que vous tenez à ce que les grands aînés vivent dans la quiétude et je vous remercie d'étudier la situation de notre EHPAD comme celle de tous les autres. Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma respectueuse considération, Monsieur André Ricôme. Donc, avec son accord, je peux vous transférer ce courrier qui peut vous servir d'inspiration. Alors, moi, je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on rajoute cette proposition à la synthèse et que peut-être chaque établissement puisse faire de même en envoyant un courrier à la présidence de la République. Qui est d'accord ? Voilà. Bon, ça m'a l'air d'une quasi-unanimité, hein, cette affaire-là. Alors, il est 11h moins 5. Il nous reste, on va dire, 5 minutes de débat ou de parole encore. Après, on se prendra une petite pause. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, du café. Ah, oui. Et on se prendra une petite pause, puis on reviendra, puisqu'il faut se préparer à travailler pour l'année prochaine. Hein, donc, vous devrez choisir le thème 2023. Alors moi j'avais une question à notre association, à nos représentants de l'association Citoyennage. J'avais compris que dans l'association étaient représentés des EHPAD, mais également des services d'aide à domicile. Voilà. Donc c'est vrai que la loi autonomie, si je ne me trompe pas, elle est là pour essayer de régler, ou en tout cas de gérer la totalité, les personnes âgées qui sont aussi bien à domicile qu'en établissement. Donc c'est intéressant de se rendre compte qu'à un moment donné, on a des liens à faire aussi et qu'aujourd'hui on s'exprime, vous vous exprimez en tant que personne âgée résident d'établissement, mais qu'il serait bien que le domicile en fasse de même. Et elle est inclue, ouais. Elle dort. Et donc, ma question, peut-être, c'est quand vous vous réunissez, le conseil d'administration, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des associations d'aide à domicile qui sont représentées également, ou est-ce que c'est un peu au point mort ? Je pense, moi, je le vois malheureusement au point mort. Et il y a une grosse difficulté pour toucher les personnes d'aide à domicile. Comment vous le voulez voir ? À part les kinés, à part les infirmiers et la remontée. Se faire comment ? Il nous faudrait quelque chose de là, mais quel moyen ? On sait très bien qu'on doit intégrer également les personnes qui sont aidées à domicile. À chaque personne individuellement, vous les connaissez, vous savez où elles sont. Non, c'est pas facile. Et si elles n'ont pas la possibilité de sortir, comment peuvent-elles venir à nos réunions ? C'est ça, c'est extrêmement difficile. Peut-être que certaines propositions, justement, en ouvrant les repas, en faisant des tournées en minibus pour aller chercher des personnes à domicile, pourraient déjà permettre de toucher
On pourrait peut-être... quelques-uns qui accepteraient de faire des réunions d'information ensuite et qui pourraient justement intégrer des comités citoyennage. Pourquoi pas? Alors, je sais qu'au niveau de l'association nationale, il y a des représentants du domicile qui siègent et donc qui portent la parole quand on va aux congrès nationaux. Alors, cette année, il n'a pas eu lieu. Ça sera pour l'année prochaine, mais il y a des personnes du domicile. Dans l'Occitanie, pour le moment, on n'a pas réussi. Il y a eu quelques expériences qui ont bien marché avec des EHPAD qui, effectivement, ont ouvert leur comité citoyen à des personnes qui vivaient à domicile en faisant l'effort d'aller les chercher avec des minibus pour les jours de réflexion. Je sais qu'il y a des comités citoyens qui sont allés se tenir hors les murs, justement, de la maison de retraite pour pouvoir aussi... je sais qu'il y a des comités citoyens qui sont allés rencontrer des personnes qui vivaient à domicile pour recueillir leurs paroles. Donc voilà, là, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, j'ai envie de dire, parce que ça a été plus ou moins dit. Alors, moi, j'ai pas votre âge et je peux pas me mettre à votre place. Et c'est du coup l'intérêt de la démarche. Mais il me semble, en tant qu'observateur, que les conditions de vie à domicile sont encore plus mauvaises que les conditions de vie dans les établissements. Voilà. Donc effectivement, il y a ce frein économique à l'entrée en établissement. Et certes, l'établissement, ça reste une rupture avec sa maison, avec son environnement familier, mais il n'y a pas cet isolement du maintien à domicile. Et je crois que ça, et l'accompagnement qui est proposé en établissement en nombre, en termes de temps, est plus important que l'accompagnement qu'il peut y avoir au domicile. Donc il est effectivement très important que les personnes qui vivent à domicile, et je reviens sur la remarque de madame, et je crois que ce qui est important, en tout cas moi ce que je prône et ce que je retiens, c'est le libre choix de choisir son lieu de vie. Voilà, c'est pas tout domicile, c'est pas tout maison de retraite, je dois pouvoir vieillir où je veux vieillir et qu'on me donne les moyens d'assumer mon choix. Ah, tant mieux. Surtout, je suis pas égaux. Comment fait-on pour entrer dans le conseil d'administration? Eh bien, alors, soit on se fait coopter par une de ces dames. Comment fait-on pour rentrer au conseil d'administration de citoyennage? Au prochain congrès, il y aura une élection et vous pourrez facilement y rentrer. Je crois que on était élus pour combien? C'était pas pour 2 ou 5 ans? 2 ans, voilà. Alors automatiquement, il y aura un renouvellement du bureau et vous pouvez faire acte de candidature. Et vous pouvez commencer à faire votre campagne. Voilà. La campagne électorale a démarré. Oui, allez, ça y est. Vous pouvez faire imprimer vos bulletins et vos affiches. Des administrateurs, si j'ai bonne mémoire. Et vous n'êtes pas obligé d'aller à Paris pour les conseils d'administration. Tout ceci se passe en visio. Voilà. En visio, et espérons qu'on pourra également le faire à Paris. Il faut bien espérer ça. Depuis 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Il y en a qui ont pris des bonnes habitudes maintenant. Habitude peut-être pas, mais enfin, il est plus agréable de rencontrer des personnes telles que nous vous voyons aujourd'hui que de les voir en visio. C'est vraiment autre chose. Le visio, c'est... Oui, alors du coup, on va charger... On peut se faire ça. En visio, je ne sais pas. Moi, je vais charger Madame Viguier et Madame Serra de penser à... Quand ça sera le moment de candidater pour renouveler,
de le faire savoir aux établissements participant à Citoyennage. Comme ça, s'il y a des comités citoyens d'Occitanie qui veulent rejoindre l'association nationale, eh ben, vous pourrez candidater à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça risque d'arriver vite parce que vous l'avez créé en en septembre ou octobre 2020. Septembre. C'était septembre-octobre. Eh bien voilà, ça fait 2 ans, donc à mon avis, ça ne va pas tarder. On a fait ça en visio. C'était pas sympa. Est-ce qu'il y a encore des demandes de parole, d'intervention? Non, on peut le clôturer là. Alors, Eh bien, point du tout. Point du tout. Est-ce que vous, enfin, à moins que ces dames, oui, le thème des autres régions. Voilà. Non. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Vous connaissez Simone? La plus active se trouve quand même à Saint-Maur-des-Fossés. Oh, attendez, non. Non, vous ne pensez pas? Oula. La Bretagne? Oh, l'Occitanie est en train de prendre le haut du Ah pavé, oui, moi je vous le dis. Hein. D'accord. J'ai les oreilles qui traînent. Le comité d'Occitanie est très actif. J'ai rien dit. Oui, apparemment, oui, parce que vu le nombre d'EHPAD qui sont représentés ici aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment apprécié, moi. Là, vous êtes 16 établissements représentés. Ouais. Il y a le 17e qui a pointé son nez. Et Montpellier n'est même pas venu. Il y en a 2 autres qui ont eu des soucis, mais qui étaient inscrits dans la démarche au début. Ah. On était 19 en tout. C'était Soubès et Clairvaux. Soubès, oui. Personne de Montpellier. On a Castelnau, de la couronne montpelliéraine. Non, moi je parle de Montpellier-Ville. Hein. Ah non, Centre, Montpellier-Ville, on a non. personne, hein. Et de l'Aude. Et non, on voulait les faire venir, on n'avait plus de place. Nous sommes dans l'Aude et il n'y a personne. Il y a nous. On est venu dans l'Aude pour donner envie aux établissements de l'Aude de venir Et les PO. ouvrir. Mais on était tellement nombreux qu'on n'a pas pu les inviter, sinon on ne rentrait plus dans la salle. Il nous faut un palais des congrès. Il faut qu'on arrive, ouais, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, on était dans la salle des fêtes. Ouais. Dans la salle des fêtes de Soubès. Et puis, ben, chaque année, on pousse les murs. Mais là, voilà, je pense que là, il va falloir cibler le palais des congrès maintenant.